pratique maintenant. Vous avez vu le diagramme de cas d'utilisation. Vous m'avez dit survoler le diagramme d'activité. Après, on a quelque chose qui s'appelle les diagrammes d'interaction. Dans les diagrammes d'interaction, vous avez vu le diagramme de séquence. Aujourd'hui, on va voir ensemble le diagramme de communication. Donc, vous voyez bien que diagramme de séquence et diagramme de communication sont des diagrammes, d'interaction. Alors, on va commencer déjà par présenter ce que c'est qu'un diagramme de communication. Le diagramme de entre des entités. Mais en plus de montrer l'interaction, il montre aussi les liens entre un ensemble d'objets participants. Je rappelle que le diagramme de séquence, on l'utilise dans notre cas. Donc, c'est un diagramme qui permet de décrire l'interaction entre des entités par échange de messages. On l'utilise, on l'avait vu la séance passée, en recueil des besoins ou même en conception pour décrire, alors on recueille des besoins pour décrire l'interaction entre les acteurs et le système comme étant une boîte noire par échange de messages. Et j'avais dit que dans la phase analyse et conception, ça va être l'interaction des acteurs, mais avec les objets de notre système concerné. On utilise généralement les diagrammes de séquence pour décrire un use case. Je peux l'utiliser pour décrire un use case complet. D'accord? L'interaction entre le système et les acteurs dans le cadre d'un use case. D'un scénario d'un use case. Vous avez vu l'année passée ce que veut dire un scénario? Allô? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un scénario? Le scénario d'un use case. C'est une exécution particulière de notre cas d'utilisation. Pardon. C'est une exécution particulière. Ça correspond à un chemin particulier dans l'exécution du use case. Je m'explique. Si j'ai, par exemple, si je prends le use case gestion de la scolarité, de la gestion des sections, pour la gestion de la scolarité, je prends le use case gestion des sections, les étapes que j'ai pour la gestion des sections, le fait d'ajouter par exemple une section, ça peut être un scénario particulier d'exécution de mon use case gestion des sections. Le fait de modifier ou de supprimer, c'est des scénarios, c'est d'autres scénarios. C'est-à-dire, c'est quand pour un programme, quand vous écrivez tout le programme, je fais le parallèle. Le programme, c'est le use case. Après, dans le programme, parce que vous avez des if, then, else, vous aurez des exécutions différentes du même programme. Et chaque exécution particulière sera considérée comme un scénario. Donc, un diagramme de séquence, je l'utiliserai pour décrire l'interaction entre le système et les objets, soit pour décrire, dans quel cas, décrire quoi? Quand je dis, je vais décrire toutes les interactions possibles. Le diagramme deviendra illisible. Donc, généralement, je l'utilise pour décrire tous les use cases, mais un use case à la fois. J'utiliserai un diagramme de séquence ou activité, enfin, je parle de tous les diagrammes dynamiques. Je peux les utiliser pour décrire tout un use case, ou alors j'aurai pour le même use case plusieurs diagrammes, chacun décrira un scénario, parce que si je fais tous les scénarios possibles dans mon diagramme, il deviendra illisible. Je rappelle que la dernière fois, quand la séance de cours la dernière fois, j'avais dit que UML n'était pas
une méthodologie de travail, mais un langage de modélisation. Un langage de modélisation qui remplace du texte, qui permet de clarifier le texte, qui permet de lever les ambiguïtés qui peuvent exister dans un texte. Donc, la principale qualité attendue d'un diagramme, c'est qu'il soit lisible, facilement interprétable. Si je fais un diagramme très compliqué, autant revenir au texte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle qui vous dit il faut décrire tout un use case dans un diagramme de séquence. Je peux décrire un use case complet s'il est simple. Je peux choisir de prendre un scénario de ce use case et je peux même décider de prendre une partie du scénario. Vous l'avez vu normalement quand vous avez étudié les diagrammes de séquence. Le concept REF. REF. Vous vous rappelez de REF? REF. Il fait référence. Oui. لا سمعت هذه الكونيكسيون. Oui, une question. Je crois que vous avez déconnecté votre microphone, mais pas pour discuter avec moi. Donc, je disais, on utilise REF. REF, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un appel de méthode dans un programme. C'est-à-dire que j'ai un diagramme de séquence qui est chargé, pas compliqué, chargé. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève une partie, je la mets dans un diagramme de séquence. Ensuite, je fais référence à ce diagramme de séquence tout comme on le fait, par exemple, dans un programme qui fait appel à une méthode. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de décrire. Il n'y a pas de limitation qui dit il faut utiliser les diagrammes pour tout un use case. Je peux l'utiliser pour tout un use case. Si je vois que ça ne va pas être lisible, je peux associer à chaque scénario un diagramme de séquence ou activité, peu importe. Et si je me dis ça reste toujours pas lisible, c'est très complexe, je peux prendre même une partie d'un scénario pour le décrire, que ce soit avec un diagramme de séquence, communication, activité. Et ça, c'est des choix qu'on va faire. Donc, je reviens ici pour dire que je peux utiliser un diagramme de séquence pour décrire l'interaction entre le système et les acteurs, soit pour un use case, soit pour un scénario ou une partie d'un scénario. La même chose pour les diagrammes de communication. Donc, je peux utiliser un diagramme de communication pour décrire l'interaction entre le système, les acteurs, et les objets du système ou le système, pour décrire un use case, un scénario du use case ou une partie d'un scénario. Maintenant, c'est quoi la différence entre le diagramme de séquence et le diagramme de communication? Les deux sont des diagrammes d'interaction. Eh bien, le diagramme de séquence se focalise sur le temps. Rappelez-vous, quand j'ai présenté le diagramme de séquence la séance passée, j'ai dit il y a deux aspects. Le premier, c'était l'interaction, deux mots-clés, et le deuxième, c'est le temps. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans l'aspect interaction entre le système et les acteurs, c'est l'ordre dans le temps. Par contre, on vous dit pour le diagramme de communication, on se focalise sur l'aspect spatial. Que veut dire spatial des interactions? Ça veut dire que je m'intéresse à c'est-à-dire aux objets impliqués dans l'interaction. Dans le diagramme de séquence, je me focalise sur le temps, l'ordre des messages échangés entre les objets dans le scénario décrit. Avec le diagramme de communication, je m'intéresse plus aux participants à l'interaction, c'est-à-dire les objets concernés et les liens qui existent entre eux, que à l'ordre des messages échangés dans le temps. Donc, comment je représente un diagramme de communication? On vous dit les objets sont dessinés comme des classes, mais leurs noms sont soulignés. C'est comme ça qu'on représente un objet, même dans le diagramme d'objet, même dans le diagramme de séquence. Un objet est représenté toujours par une boîte. Ensuite, si j'ai le nom de l'objet, par exemple X, 2 points, le nom de la classe,
et c'est souligné. C'est comme ça que je le représente dans le diagramme objet, c'est comme ça que je le représente dans le diagramme de séquence et c'est comme ça que je vais le représenter dans le diagramme de communication. Ensuite, les liens sont illustrés par des lignes. Ça veut dire que je vais avoir des objets, un objet, le deuxième objet, et j'ai des liens entre les deux qui ressemblent à des associations. Ensuite, le lien entre deux objets dénote l'envoi de messages ou une action d'instanciation ou de destruction. On a vu que les messages échangés entre des objets dans le diagramme de séquence, vous l'avez vu, il y a 3 types de messages. Envoi de messages, création d'objets ou destruction d'objets. Donc, ça va être représenté, le message entre 2 objets va être représenté ici. Il peut être synchrone, il peut être asynchrone, ça peut être un message de communication, appel de méthode, ça peut être une construction ou une destruction, tout comme vous l'avez vu avec le diagramme. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a oublié de désactiver son microphone. Merci. Vous voulez... peut-être Fatima Zora, mademoiselle Fatima Zora. Votre microphone est... Merci beaucoup. Donc, les messages échangés, c'est exactement ce que vous avez vu en diagramme de séquence. C'est-à-dire, j'ai un message, j'ai le nom de la fonction. Par exemple, si c'est un message, ça peut être une création, new, ou une destruction. D'accord? Maintenant, puisque je n'ai pas, dans le diagramme de séquence, j'ai ce qu'on a appelé les lignes de vie. Et c'est les lignes de vie qui me permettent de connaître l'ordre d'appel des messages. Il y a un autre exemple ici. D'accord? Je n'ai pas cette notion de ligne de vie qui dénote le temps dans les diagrammes de communication. Alors, on va numéroter les messages. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voici à quoi ressemble. On a un exemple ici. On a une classe pilote automatique, association avec la voiture qui a la fonction démarrer, qui contient un moteur qu'on peut allumer. Le diagramme de séquence associé, j'ai un objet et on souligne. Normalement, vous l'avez vu en diagramme de séquence l'année dernière, il faut souligner les objets. Donc, j'ai un objet, un pilote, instance de la classe pilote automatique, une voiture, instance de la classe voiture, le moteur, instance de la classe moteur, les lignes de vie de chaque objet. Donc, on a le sens du temps qui va du haut vers le bas. Et on a ensuite les messages envoyés. L'équivalent de ce diagramme de séquence dans un diagramme de communication, donc on retrouve les mêmes objets, les 3 objets. Et on retrouve les messages. Démarrer et allumer. Ce diagramme n'est pas complet parce qu'on n'a pas numéroté les messages. Quel est le message qui s'exécute en premier? Quel message s'exécute en premier? Démarrer. Démarrer. Exactement. Je n'entends rien, je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Alors, non. Ok, donc c'est démarrer. Donc démarrer aura le numéro 1. Attendez. Voilà. Ensuite, quand est-ce que va commencer l'exécution de allumer? Est-ce que c'est après, à la fin de démarrer? Pardon? Est-ce que c'est à la fin de démarrer? Si je regarde dans le diagramme de séquence, démarrer commence à s'exécuter, elle s'arrête, ensuite j'exécute allumer,
elle se termine et je reviens terminer, démarrer. Vous êtes d'accord? Donc, pour exprimer ça, ce qu'on va faire ici, on va lui donner le numéro 1.1 pour dire que allumer s'exécute pendant l'exécution de démarrer. D'accord? Ici, vous êtes d'accord pour dire que je ne peux pas terminer, démarrer tant que allumer ne s'est pas terminé. Donc, l'exécution de allumer se fait pendant l'exécution de démarrer. Elle est là. Elle est quelque part ici. Pour exprimer cette imbrication, je vais prendre le numéro 1. Donc ici, le 1 ici, je le trouve là pour dire ça s'exécute durant l'exécution de démarrer. Et je mets 1 pour dire c'est le premier message imbriqué dans l'exécution de démarrer. Des questions jusque-là? Ou je compte? C'est clair? Ok. Alors, on continue. S'il vous plaît, je ne peux pas savoir. Alors là, je ne vois même pas vos visages pour savoir si vous avez compris ou pas. Donc, si je n'ai pas de commentaires, pour moi, vous avez compris, je continue. N'hésitez pas à poser des questions, soit en désactivant votre microphone, soit en mettant des questions dans le chat. Je vérifie de temps en temps le chat pour m'assurer qu'il n'y a pas de questions. Un autre exemple ici de diagramme de communication. Donc, on a la classe train qui contient la classe porte avec S et on envoie le message à la classe porte qui, elle, va appeler la méthode fermer porte. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un message. Ah, pardon, j'ai appuyé. C'est-à-dire vers la classe elle-même. Ça veut dire que la classe porte contient déjà une méthode qui s'appelle fermer les portes, puisqu'elle reçoit un message, et contient fermer les portes, et elle contient aussi, puisque le message est envoyé à la classe porte, la méthode fermer porte. Donc, la méthode fermer les portes ne peut se terminer qu'une fois toutes les méthodes fermer porte de I ont été exécutées. Donc, on va revoir ici la syntaxe utilisée pour les messages. Donc, on vous dit les étiquettes des messages associés au lien. Donc, j'ai les objets. J'ai les liens. Et ensuite, les messages échangés entre les objets, ils auront la syntaxe suivante. Numéro de séquence. Ensuite, expression. On va voir après ce que veut dire l'expression. Ensuite, 2 points. Ensuite, le message. Donc, le numéro de la séquence, il décrit l'ordre dans lequel les messages sont échangés. Donc, on vous dit quand plusieurs messages sont envoyés en cascade, ils portent un numéro d'emboîtement qui précise leur niveau d'imbrication, 1.1, 1.2, etc. Ensuite, on a l'expression. L'expression, ça précise si c'est une condition ou une boucle. Si c'est une condition, on va mettre l'expression, la condition ici, pour dire si cette condition est vérifiée, vous exécutez ce message. Ou alors on peut avoir ici une boucle. On l'a vu ici. On a le numéro de séquence, l'expression, le message. Donc là, c'est pour dire que c'est une boucle. Pour I allant de 1 à N, je vais exécuter la méthode porte de I de l'objet I. D'accord?
Et le message, c'est exactement ce qu'on avait vu avec le diagramme de séquence. Je vais rajouter une flèche pour indiquer le sens du message. Est-ce que le message va de l'objet instance de la classe X à l'objet Y instance de la classe A ou l'inverse? Donc, comme je le disais, pour l'expression, on a soit la clause d'itération, donc on l'écrit étoile de crochet, représente une itération. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut, for, tant que, while, ou directement la clause de condition qui représente un choix. C'est une expression booléenne. Alors, on va voir ensemble un exemple. On a ici un message, donc on a un message 1. For i allant de 1, i inférieur ou égal à 10, i plus plus, b, point, message 2. For i allant de 1, ensuite, for i allant de 1, i inférieur ou égal à 10, i plus plus, c, message 3. Je vous laisse 2 minutes pour modéliser le diagramme de communication associé à ce code source. Et on corrige après. Alors, déjà, je remarque pour réaliser un diagramme de communication, qu'est-ce que j'ai? J'ai des objets et j'ai des messages entre ces objets. Déjà, quels sont nos objets? Ici. B et C. Exact. Donc, j'ai un objet B, bon, disons d'une classe B. On n'a pas le reste du code source. Et j'ai un objet C, disons de la classe C, qui va envoyer les messages. Qui est en train d'exécuter message 1. On ne sait pas en réalité. Ça suppose qu'il y a un autre objet, disons d'une classe A, on ne sait pas petit A par exemple, qui va envoyer ces messages-là. Donc j'ai un premier message. Ça suppose que j'ai une classe A, une classe B, une classe C, d'accord? Qu'est-ce que je sais sur la classe A à partir de ce code source? Je sais déjà que Madame, la classe on A... voit le message 1. Pardon? On voit le message 1, la classe On A. a une méthode Oui, message 1. Exactement. On a une méthode qui s'appelle message 1 dans la classe A. Et c'est cette méthode qui va envoyer des messages aux objets B et C. Donc, j'ai un lien vers l'objet B et j'ai un lien vers l'objet C. Ensuite, qu'est-ce que je sais sur la classe B? Si je peux écrire B.message 2, ça veut dire que la classe B contient une méthode qui s'appelle message 2. Vous êtes d'accord? Même chose pour Madame. message 3. Jusque-là, c'est bon? Oui. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, je vais envoyer ici un message et je vais envoyer un message vers B.
le message de A à B. Donc, il est là. Donc, j'envoie un message 2 à l'objet B. Donc, j'ai quelque chose j'ai ici, pardon, message 2, et là, j'ai message 3. Ensuite, la syntaxe, rappelez-vous, le numéro d'itération que je mets ici. Étoile. Regardez la syntaxe, c'est numéro de séquence, ensuite l'expression. Donc, on commence par le numéro de séquence. Madame, Numéro 1.1. 1.1. Ça suppose que le message 1 a été envoyé. Si je suppose que le message 1 a le numéro, c'est-à-dire qu'il y a un objet ici qui a envoyé le message 1, là, il a le numéro 1. Donc, effectivement, ici, j'aurai 1.1. Et pour le message 2, qu'est-ce que j'aurai? 1.2. Oui, parce que il s'exécute après. Il s'exécute après. C'est-à-dire que une fois que message 2 est terminé, une fois que cette boucle est terminée, j'exécute celui-là. Donc, j'incrémente. Ça deviendra 1.2. Mais tant que les deux s'exécutent à l'intérieur de message 1, celui-là aura le numéro 1.1, celui-là aura le numéro 1.2. C'est clair? Qu'est-ce qui reste ici? On avait dit l'itération, donc étoile, on a i égale 1 jusqu'à n, la boucle. Là aussi. Ensuite, j'ai les 2 points. Là aussi, j'ai étoile, 1, etc., n, et j'ai les 2 points. Et voilà. Donc, ici, on n'a pas numéroté le message 1, mais si je donne ce numéro, ça deviendra, comme vous l'avez dit, notre solution. Maintenant, il faut garder à l'esprit quelque chose, c'est que quand je développe un logiciel, on va commencer d'abord par les diagrammes, et à partir des diagrammes, on va déduire le code source, pas l'inverse. Ici, c'était juste un exemple pour vous expliquer comment fonctionne le diagramme de communication. Mais gardez à l'esprit que nous, qu'on va faire, on ne va pas déduire les diagrammes à partir du code source, mais l'inverse. On va déduire le code source à partir des diagrammes. Première chose, à partir de mon diagramme de classe, je vais déjà, c'est vrai qu'il y a des outils qui vous font la conversion directe. C'est-à-dire, vous avez le diagramme, il vous donne le code source. À partir d'un diagramme de classe, imaginons que j'ai une classe A avec les attributs int, etc. et les méthodes f avec extend, etc. Dès que je vois ça, je sais écrire ça en classe A. Après, je liste les attributs ici et ensuite, je liste les fonctions. Donc, le diagramme de classe me donne les attributs et les signatures des méthodes. Mais, il ne me donne pas le corps de mes méthodes. Comment je vais déduire le corps de mes méthodes? Je rappelle que le corps des méthodes, c'est l'aspect dynamique d'un objet. Donc, je le déduis à partir des diagrammes dynamiques. Donc, diagramme de séquence, diagramme d'activité, diagramme d'état machine qu'on va voir par la suite, diagramme de communication. Donc, c'est ces diagrammes-là qui me permettent de compléter mon code source en complétant le corps des méthodes. Chaque diagramme, puisqu'un diagramme ne décrit pas forcément tout le use case, il peut décrire un scénario ou une partie d'un scénario. Donc, il me donnera des parties de mon code source. Et l'ensemble des diagrammes me permettront de déduire le code source de notre programme. D'accord? Ce qu'on va faire dans l'exemple suivant, c'est qu'on a ici un diagramme de communication
On va essayer de déduire le code source à partir de ce diagramme de communication. D'accord? Déjà, regardons ce diagramme de communication. Qu'est-ce qu'on a? On va faire quelque chose. Je vais le copier. Bon, je vais arrêter le partage pour partager aussi tableau blanc. Alors, arrêter le partage. Je vais partager mon tableau blanc aussi. Deux secondes, le temps juste d'avoir mon tableau blanc. Je copie le schéma A. Je copie le schéma sur le tableau blanc et je repartage. Voilà, et je repartage. C'est bon? Voilà, ça s'affiche chez vous. Oui. Très bien. Donc, analysons déjà ce diagramme de communication. Qu'est-ce qu'on a sur ce diagramme de communication? On a, bon, la syntaxe n'est pas très bien respectée. Attendez, je vais prendre... Voilà, pour l'instant, comment ça... Donc, j'ai un objet gestionnaire de commande, un objet commande, un objet produit commandé, un objet produit à livrer, un objet produit stocké et produit à commander. Donc, j'explique l'objectif de ce diagramme de communication. Il décrit la préparation d'une commande. C'est-à-dire, je suis un magasin qui vend des produits. Il décrit la préparation d'une commande. Donc, on a un objet gestionnaire des commandes qui est chargé de préparer une commande. Pour préparer une commande, il faut préparer tous les produits commandés, c'est-à-dire tous les produits qui sont dans cette commande. Pour chaque produit commandé, ce qu'on va voir, est-ce que ce produit, il est dans le stock? S'il est dans le stock, je l'ajoute à ma commande. Donc, le gestionnaire de commande va préparer une commande. Pour préparer une commande, on doit préparer tous les produits commandés. Pour chaque produit commandé, on va vérifier s'il est stocké. Donc, s'il est stocké, je le retire du stock et je le mets dans la commande. S'il n'est pas stocké, je le mets dans la commande. Et s'il n'y a pas de produit, je dois commander ce produit. Une fois que tous mes produits commandés de la commande ont été préparés, je vais livrer ce produit. Donc, si je lis, donc ça, c'est le scénario ou le scénario que nous sommes en train de décrire avec le diagramme de communication. Donc, le gestionnaire de commande envoie un message préparé à un objet commande pour préparer la commande. Donc, pour ce faire, pour chaque objet, pour chaque produit commandé qui est contenu dans la commande, on doit le préparer. Comment je prépare un produit commandé? Je vais d'abord regarder dans le stock. Et si il est dans le stock, je le retire. Ensuite, la méthode retirer, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va retirer, elle va vérifier si le produit est toujours disponible. Si ce n'est pas le cas, elle va commander un produit. Une fois qu'on aura préparé tous les produits, qu'est-ce qu'on va faire? On va livrer la commande. Donc, les produits, pour chaque produit commandé, on va le transformer en produit à livrer. Est-ce que vous avez compris ce scénario? Est-ce que tout le monde a compris le scénario déjà pour commencer? Oui. Très
Très bien. Oui, madame. Parfait. Alors, on continue. Donc, le diagramme de communication, on l'a. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de ce diagramme de communication, on va essayer de déduire le code source associé. Parce que finalement, l'objectif de tout diagramme que vous allez réaliser, c'est écrire le code source. D'accord? Alors, quelles sont les classes qu'on a dans ce diagramme? Quelles sont les classes? On va identifier les classes. Ensuite, les méthodes et attributs. Donc, question, quelles sont les classes que vous avez identifiées ici? Gestionnaire de commande, commande, produit commandé, produit stocké. Exactement. Donc, exactement. Chacun de ces objets est une instance d'une classe. Donc, déjà, on a trouvé 6 classes. Donc, on a la classe gestionnaire de commande. On a la classe commande. On a la classe produit commandé. On a la classe produit stocké. On va mettre un peu plus de place. On a la classe produit à commander. On a la classe. Bon, j'ai utilisé Java parce que c'est ce que vous allez utiliser en TP. Le choix du langage de programmation, de l'environnement de programmation, de la plateforme de réalisation de votre logiciel, c'est un choix qu'on fait lors de la conception. Produit à livrer. Ensuite, qu'est-ce que je peux déduire d'autre de ce diagramme de séquence? Les méthodes, les messages. Exact. Alors, dites-moi, quelles sont les méthodes que vous avez identifiées? Préparer. Dans quelle classe? Gestionnaire de commande. Ah non. Comment? C'est comment on appelle lorsque un objet envoie un message à un autre objet. Il demande d'exécuter la méthode. Donc, la méthode, elle est dans commande. Même chose pour les diagrammes de séquence. Quand vous avez un objet A et un objet B, quand j'ai un message ici F, ça active la boîte d'activation de B. Où se trouve F? Elle se trouve dans B. Exactement. Oui. Donc ici, puisque le gestionnaire de commande envoie un message à la commande, à l'objet instance de la classe commande préparée, ça veut dire que cette méthode préparée, elle est dans la classe Commande. Exactement. Donc j'ai ici une méthode qui s'appelle préparer. Bien sûr, avec son corps. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant. Après, on a une méthode. Regarder et retirer. Avant, on a aussi cette méthode préparée. Elle est dans quelle classe? Produit commandé. Exactement. Parce que ce que j'aurais, si je devais réaliser le diagramme de séquence ici, j'aurais la classe gestionnaire de commande. Ici, j'ai la commande. Attendez, on va juste déplacer un peu, juste pour vous expliquer. Comment je fais pour déplacer? Je ne sais plus. Je le faisais avant, maintenant je ne sais pas comment faire pour déplacer. Bon, déjà, je peux le rendre plus petit. J'aurai ici préparé et j'aurai ensuite un autre objet produit commandé et j'aurai préparé.
Exactement. Parce que là, j'ai 1. Et là, ça va être 1.1 parce que c'est préparé de la commande qui appelle préparé du produit commandé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Je continue? Madame, Oui? maintenant, on a deux méthodes. عندهم le nom préparé. Et c'est pas un problème parce que l'une, c'est préparer la commande qui est dans la classe commande et la deuxième, c'est préparer un produit commandé qui est dans la classe produit commandé. Où est le problème? C'est bon? Oui. Parfait. Ensuite, on a la méthode regarder. Elle est dans quelle classe? Produit stocké. Exactement. Donc, j'ai une méthode ici qui s'appelle regarder. Ensuite, j'ai une méthode qui s'appelle retirer. Elle est dans quelle classe? Produit stocké. Produit stocké. Toujours l'objet qui reçoit le message qui contient la méthode. C'est toujours l'objet qui reçoit le message qui contient la méthode. Parce que l'objet expéditeur demande à l'objet destinataire de faire un travail. Donc, c'est l'objet destinataire qui contient la méthode. Donc, on a aussi la méthode retirer, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. La méthode stock vide, elle est dans quelle classe? Produit stocké. Oui, parce que le message, il va de produit stocké vers produit stocké. Où est-ce qu'il est mon... Pardon. Il va de produit stocké vers produit stocké. Donc, j'ai stock vide. Pas de particulier la méthode stock vide. Et même retirer. Regardez, ce message, ça veut dire quoi en stock? De points retirés. Quel est le type de retour de retirer et stock vide? Booléen. Oui, je sais, j'ai pu aussi deviner de mon code source que booléen, retirer et stock vide, elles ont un type de retour booléen. Alors que par exemple, pour préparer, on n'a pas. Ça veut dire qu'elles sont void. Ensuite, ici, new, bon, c'est la création. Là aussi, on a new, c'est une création. Donc déjà, qu'on a pu déduire ici, alors je vais prendre un autre crayon. Voilà. Ce qu'on a pu déduire, c'est que dans la classe commande, j'ai une méthode préparée. Dans la classe produit commandé, j'ai une méthode préparée. Dans la classe produit stocké, j'ai une méthode retournée et stock vide qui sont booléennes. Ça suppose maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est les appels. On n'a pas encore implémenté les appels. J'ai un message préparé qui va de gestionnaire de commande à commande avec un numéro 1. Comment je vais le traduire? D'après vous? Dans le code source. Ça veut dire ici, il y a une fonction, on ne connaît pas son nom, une fonction, je vais juste mettre F1, parce que le diagramme n'est pas complet, c'est pour ça que je suppose, qui contient du code source, d'accord? Ensuite, quelque part, disons que cet objet, je l'appelle petit c, elle va faire c.préparer. Et ensuite, j'ai du code source. Donc ça, c'est le code source de la méthode F qui est dans gestionnaire de commande. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Puisque le gestionnaire de commande envoie un message à l'objet C de commande, ça veut dire qu'il y a une méthode dans gestionnaire de commande qui va, j'ai du code source, je ne sais pas ce qu'il y a, on ne peut pas avoir tout le code source, mais parmi les instructions qui existent dans F, j'ai C.préparer. Maintenant, si j'écris C.préparer et je compile, le compilateur, qu'est-ce qu'il va me dire?
qu'est-ce qu'il va me dire le compilateur? Il va me dire que j'ai utilisé un objet C non déclaré. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Qu'est-ce que je dois faire pour régler ça? Je peux mettre un attribut ici. Déclarer le C. Exactement. Commande C. J'ai un attribut dans la classe gestionnaire de commande. Et j'ai commande C. Et j'ai maintenant, ça s'exécute. C'est tout ce que je peux déduire à partir de cette instruction préparée. Ensuite, j'ai pour tous les produits commandés préparés. Cette instruction, où est-ce qu'elle est? Dans quelle méthode? Puisqu'on a le numéro 1.1. À l'intérieur de quelle méthode je vais trouver cette instruction? For i allant de 1 à n ou pour for all. Dans F? Dans? Pardon, je vous entends très mal. De F. F? Non, puisque si Madame, c'était dans la dans classe produit commandé. l'inverse, dans la méthode préparée de commande, puisque commande, tout ce qui est à 1, tout ce qui est à numéro 1, c'est à l'intérieur de préparer qui a le numéro 1. Regardez, j'ai 1 ici, j'ai 1 là, dire que ça s'exécute à l'intérieur de cette méthode préparée. Donc, ça va être ici. Est-ce que c'est Dans clair? la classe commande. Oui, puisque cette méthode préparée, elle est dans la classe commande. Le 1, c'est cette méthode-là qui a ce numéro 1. D'accord? Donc, à l'intérieur, je vais avoir ma boucle for. Jusque-là, tout le monde suit? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, à l'intérieur de cette méthode, alors, à l'intérieur de cette méthode, je vais avoir quelque chose qui ressemble à for i allant de 1 à n, par exemple. Par exemple, S de, alors on va le faire ici, S de I point préparé, puisque j'appelle la méthode préparée, sachant que S de I est un objet de type puisque je le fais pour tous les produits commandés. Donc, je vais appeler la méthode préparée d'un objet de type produit commandé. Puisque j'ai une boucle, ça suppose que dans la commande, j'ai une liste ou un tableau de produits commandés. Donc, je peux faire produits commandés et on l'a appelé S. Il y a un tableau de produits commandés qui s'appelle S. Et ensuite, à l'intérieur, lorsque je vais préparer la commande, pour chaque produit commandé, donc pour chaque objet S de ma liste ou de mon tableau de produits commandés, je vais appeler la méthode préparée, qui est là, de cet objet-là. Jusque-là, c'est bon? Tout le monde a compris? Madame. Oui, madame. Je continue? Très bien. Donc, on a pu, grâce à cette instruction, 1.1, donc je sais que 1.1 à l'intérieur de préparer de commande. Pour chaque produit commandé, j'appelle la méthode préparée. Là aussi, j'ai déclaré un tableau parce que je dois appeler pour un objet de type produit commandé la méthode préparée. Ensuite, après 1.1, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1.1.1, on est là.
Donc, tout ce qui est 1.1, alors je vais utiliser une autre couleur. Comme ça, on ne va pas se perdre. Tout ce qui est 1.1, il est à l'intérieur de 1.1. On a là, donc qu'est-ce qui est 1.1.1? Il est ici, il est là et il est là. Finalement, j'ai 3 instructions qui sont à l'intérieur de la méthode. De quelle méthode? La méthode préparée. Préparée de quelle classe? Produit commande. Produit commande. Exactement. Très bien. Alors, commençons. Donc, on va écrire, on a la méthode préparée, on va écrire son code source. Enfin, alors, pardon, j'ai oublié de mettre des pointillés ici et des pointillés là pour dire une partie. On déduit une partie du code source, pas tout le code source. D'accord? Alors, première instruction, j'ai en stock, reçoit, regarder. Donc déjà, j'ai une variable booléenne qui s'appelle en stock. Donc, j'ai une variable booléenne qui s'appelle en stock. Ensuite, ou ça peut être une variable locale pour préparer, hein, c'est pas un problème. Maintenant, en stock reçoit regarder. Regarder, c'est une méthode de quelle classe? Regarder, exactement. Donc, j'aurai ici, à l'intérieur, en stock. Donc, déjà, j'ai des instructions. Ensuite, j'ai en stock, reçoit, il me faut un objet de la classe produit stocké. Donc, je vais l'appeler P, produit stocké P, et je peux écrire P.garder. Jusque-là, c'est bon? Je peux écrire ça parce que P, qui est un produit stocké, la classe produit stocké contient la méthode regarder. Ensuite, donc j'ai terminé l'exécution de 1.1.1, je vais exécuter 1.1.2. Donc, if en stock, que ça c'est une condition, hein. Donc j'aurai if en stock égale vrai, qu'est-ce que je fais? Appeler, pour retirer. le même, voilà, P.retirer. P.retirer. Ensuite, troisième instruction, if en stock, qu'est-ce que je vais faire? Créer un objet new. Oui, mais de quel type? Produit commandé. Produit à livrer. Le message, il est envoyé à la classe produit à livrer. On est là. 1.1.3. En stock, je vais créer un produit à livrer. Donc, j'ai besoin ici d'un objet produit à livrer. Produit à livrer, je l'appelle L et je vais faire L. Égale new produit à livrer. Donc, voici ce que j'ai pu déduire du code source du diagramme de communication de ce diagramme de communication. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Attendez, je vais prendre une autre couleur. Vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Des questions? Non, madame. Très bien. Les autres, je ne vois pas de message sur le chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... Alors, j'ai 1.1.2. Donc, c'est en relation avec cette méthode. Retirer. Voilà. Donc, ici,
Alors, on va faire quelque chose. Je vais déplacer, retirer pour pouvoir juste écrire. Voilà. Je vais la mettre ici et je vais déplacer l'accolade fermante de la classe produit stocké. On va la mettre ici et je reprends le vert là pour la méthode retirer. Donc, on avait dit booléenne, retirer. Et qu'est-ce que je déduis comme code source? Qu'est-ce que j'ai pu déduire? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, les deux méthodes, hein, les deux instructions ici sont à l'intérieur de retirer. J'ai 1.1, 1.1.12, 1.1.12, le premier, le deuxième. Ça veut dire que le premier se termine. On va déclarer à commander. Exactement. Dans quelle classe? Ok. Exactement. Produit stocké. Exactement. À commander. Alors, booléen, à commander. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Première instruction. À commander, reçoit, stock vide. Qu'est-ce que je mets ici comme objet? Regardez, à chaque fois, on a un objet. Pour préciser quel est l'objet qui va recevoir ce message. Ici, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Regardez ici. J'ai mis C point préparé pour dire j'appelle la méthode préparée d'un objet commande. D'accord? Ici, j'ai mis P point retiré parce que j'appelle la méthode retirée d'un objet P de type produit stocké. Ma question ici, j'ai stock vide. À quel objet j'envoie ce message? P, madame. P, ici, P. P. Je suis dans la méthode retirée. Le produit stocké. Ah, mais j'ai pas retiré, je suis là. La méthode retirée, elle est dans la classe produit stocké et la méthode stock vide, elle est dans la classe produit stocké. Ici, je devrais mettre soit 10, soit je mets bien 10 points stock vide. On est dans la même classe. C'est-à-dire, c'est une méthode d'un objet qui appelle une autre méthode du même objet. Soit je mets 10, soit je mets rien. Le message, il est en même objet. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce point? Madame. Oui, les autres. D'accord. C'est pour ça, soit je mets 10, soit je mets rien. Ensuite, j'ai if à commander égale vrai, on va créer un nouvel objet de type produit à commander. Donc, new produit à commander. Donc, je vais ajouter ici aussi un objet de type produit à commander que j'appelle par exemple T et je vais faire ici T égale if la condition est égale à vrai, T égale new produit à commander. Et voilà le code source qu'on a pu déduire à partir de ce diagramme de communication. Gardez toujours à l'esprit que pour réaliser le code source que vous allez écrire, parce qu'on a une phase de recueil des besoins, on a une phase analyse, on a une phase de conception. On sort avec des diagrammes de classe, des statiques et des diagrammes dynamiques qui nous permettent de déduire le code source. La réalisation, comment vous pensez que le programmeur va la faire?
il va relire le cahier de charge, il va revenir à la phase recueil des besoins. Lui, il va se baser sur les résultats de la conception. Et dans la conception, bien sûr, qui est résultat de la phase analyse, qui est résultat du recueil des besoins, d'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il aura? Il aura bien sûr du texte, mais aussi des diagrammes. Et de ces diagrammes-là, il pourra déduire du code source. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va réaliser ou développer notre logiciel. Si, bien sûr, on utilise une conception orientée objet. Des questions sur cet exemple-là? Des questions? On continue? Oui, madame. Très bien. Alors, on revient maintenant à notre... Donc, je vais arrêter le partage. Et je reviens à mes slides. Et je vais repartager. Moi, pour l'instant, je ne vous connais pas encore assez pour partager tout mon écran. Et donc, l'exemple, alors des questions sur l'exemple qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez compris comment fonctionne l'imbrication? Est-ce que vous avez compris comment on peut modéliser un diagramme de communication? Donc, il s'agit d'identifier les objets concernés, identifier les messages échangés entre les objets. Alors, on va mettre pour modéliser un diagramme de communication les objets, ensuite les messages. Après, pour chaque message, il s'agira de définir l'expression. Est-ce que c'est une condition? Est-ce qu'il y a une condition? Est-ce qu'il y a une itération? Ou alors il n'y a rien? Et enfin, on va numéroter le diagramme de communication. Et là, on aura un diagramme de communication complet. D'accord? Donc, je vous recommande pour modéliser un diagramme de communication, d'abord identifier les objets, ensuite placer les messages, et pour chaque message, ajouter d'abord le lien. Il faut mettre les liens. Quand vous avez un message, il faut ajouter le lien. Après le lien, mettez les expressions. Est-ce qu'il y a une boucle? Est-ce qu'il y a une condition?